Je voudrais qu'on parle du réveil de l'Europe en termes de transfert de technologie. En 2025, cette année, l'Union européenne et la Chine ont célébré un demi-siècle de relations diplomatiques. Oui, mais voilà, ça se complique. Le 3 décembre, Bruxelles va détailler sa doctrine sur la sécurité économique et une semaine plus tard, le 10 décembre, la Commission présentera un règlement dit d'accélération industrielle qui, face à l'arrivée des Chinois, prévoit une partie consacrée au transfert de technologie. Je voudrais qu'on en parle ensemble. Céline Antonin, vous avez co-écrit avec Philippe Aguillon et Simon Lunel en 2020 un ouvrage qui s'intitule « Le pouvoir de la destruction créatrice ». C'est aux éditions Odile Jacob. Est-ce qu'on se réveille enfin en Europe ? Vous parliez du sujet des transferts de technologie dans cet ouvrage. Est-ce qu'il est temps qu'on se réveille ? Où en est l'Europe depuis 2019 et la fameuse déclaration autour de la Chine qualifiée de partenaire concurrent et rival systémique? Est-ce qu'on a mis 6 ans pour enfin se réveiller ? Disons que l'Europe a eu, je pense, pendant longtemps des œillères. Et je pense que par rapport à la stratégie qui a été menée par la Chine, on est pour le moins naïf, pour ne pas dire autre chose. Donc, en fait, la Chine, la manière dont elle s'est industrialisée, il faut quand même peut-être le rappeler rapidement. En fait, on a eu un modèle de développement qui a été fondé sur, en 1978, l'ouverture des zones économiques spéciales, alors qu'on était dans un pays qui était quand même fermé, communiste, etc. Donc, ça a commencé avec Shenzhen, ça a été ensuite d'autres zones économiques spéciales qui ont été ouvertes, et ça a été vraiment un modèle en fait de promotion des exportations qui a été mis en place, donc à la fois de substitution des importations et de promotion des exportations, et qui a permis à la Chine de remonter progressivement le fil. Là je fais un résumé vraiment très rapide, mais de ensuite à partir d'abord une usine d'assemblage, et puis qui progressivement a remonté la chaîne de l'innovation, et en 20 ans on a vu que la Chine est devenue très compétitive dans certains domaines. Alors il y a un certain et aujourd'hui maîtrise mieux des technologies comme sur les batteries, les véhicules les batteries, électriques, notamment. Des technologies, mais vraiment très modernes, donc sur l'imagerie 3D, sur beaucoup de choses, sur les drones, sur des technologies d'intelligence artificielle. Et donc, c'est un modèle qui a été quand même assez fulgurant, un essor fulgurant. On le voit quand on mesure les brevets, on le voit quand on mesure les articles scientifiques qui sont produits. Et nous, on est resté assez passif face à ça. On a eu en fait en Europe un dogme qui était vraiment la libre concurrence, la saine concurrence. Oui. Et on n'a pas du tout pensé en termes comme les Chinois, en fait, d'abord à l'intérêt du continent. Et donc, je pense qu'on a vraiment péché par ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable qu'on demande des transferts de technologie parce que les Chinois se sont beaucoup développés par rapport à ça. Je prends un exemple, l'automobile. En Allemagne, pour prendre l'exemple de l'Allemagne a beaucoup transféré de technologie parce que vous étiez obligé à l'époque de faire des joint ventures avec des entreprises chinoises lorsque vous vouliez vous implanter. Donc, il y avait une obligation d'avoir des transferts de technologie quand vous vous implantiez en Chine. Et donc, ça a permis à l'industrie automobile chinoise de se moderniser. Oui. Aujourd'hui, ils font des véhicules électriques qui nous exportent et ils sont passés devant l'Allemagne comme exportateur de véhicules mondiaux. Donc, ça montre le succès. Et aujourd'hui, je pense qu'il est tout à fait normal de demander ces transferts de technologie. Mais je finis par un point. Ce qui pose problème, c'est que si certains pays le font, d'autres pays qui veulent attirer les capitaux chinois vont avoir tendance à pas le faire. Et on peut penser à l'usine BYD qui voulait s'implanter par exemple en Espagne. Oui, parce qu'ils arrivent pour produire en Europe. Alors en Hongrie, une première usine, et la deuxième en Espagne. Mais le problème, c'est que si les pays européens se font concurrence entre eux et que certains disent on n'exige rien, ça va être compliqué de demander des transferts. Donc je pense que là, il faut vraiment qu'il y ait une position européenne très ferme et que sur certaines technologies, on demande à minima des transferts. Sinon, le cheval de Troie pourrait être dans n'importe lequel des pays européens. Mais juste sur la naïveté, j'aime beaucoup entendre Jean-Marc Daniel le matin sur cette antenne, et c'est avec beaucoup d'amitié que je dois le dire, mais il raisonne de manière parfaitement transparente sur ce qui a motivé notre naïveté lorsqu'il dit « le client est roi ». Le client bénéficie des subventions étatiques que le gouvernement chinois met dans ses voitures. Là-bas, il y a les usines. C'est au bénéfice du consommateur. C'est au bénéfice du consommateur. Et donc, le consommateur est l'arbitre. Et dans l'économie libérale, ça doit être le bon arbitre. Et je suis
absolument scandalisé par cette... Non, mais je le dis vraiment. Jean-Marc n'est pas là pour répondre. Avec une amitié sincère, mais une indignation qu'il est tout autant, parce que le consommateur, il est en train d'acheter avec du crédit, avec des déficits. On lui finance avec des déficits parce qu'il n'y a plus assez d'emplois, et il n'y a plus assez d'emplois parce qu'on dit il n'y a aucun problème à ce qu'on détruise la totalité de notre industrie automobile, puisque les Chinois font ça si bien. Et ça a été pas uniquement de la naïveté, on ne voit pas ce qui se passe, on a accompagné ce qui s'est passé, on l'a justifié, et il faut qu'à un moment donné, il y ait une doctrine qui bascule et qui réellement remette éventuellement le consommateur au centre du moment qu'il est consommateur avec ce qu'il a produit. Parce que le consommateur qui produit rien, c'est juste un rêve qui n'existe pas, et ça donne la diagonale du vide et le narcotrafic qui fleurit dessus. Pour consommer, il faut des salaires aussi, et il faut donc que son entreprise fonctionne, effectivement. Donc, en tous les cas, la nécessité de réindustrialisation, et le réindustrialiser, ce n'est pas, comme dit cette doctrine, insister pour avoir des usines chez nous alors qu'elles seraient mieux ailleurs, c'est véritablement retrouver de la compétence, retrouver du savoir-faire et retrouver sa souveraineté. Oui, et puis ça montre aussi quelque part les limites du dogme de la sacro-sainte concurrence. C'est très important, moi j'y suis très attaché à la concurrence, mais en attendant, je veux dire, oui, tout à fait, et en attendant, il faut quand même avoir conscience que la Chine a quand même beaucoup joué sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, qui continue d'être classée en pays en développement aujourd'hui. Je veux dire, donc il y a quand même aussi, je pense que quand je dis naïf, c'est qu'on a vraiment été un peu les dindons de la farce, justement par rapport aux règles qu'on a nous-mêmes édictées. Le prix de 2 € par paquet de moins de 150 €, pour les petits colis, on a réussi à faire en sorte qu'elle soit applicable dès le 1er janvier 2026, mais il y avait une réflexion pour la mettre en œuvre en 2028. Enfin, c'est absolument spectaculaire. Arrive par flot de millions, 800 millions en France. Absolument, par jour. Et par an. 800 millions. Oui, d'accord, mais les millions par jour, oui. il y en a des millions par jour. Oui. Effectivement. Et le délai de réaction est quand même extrêmement lent. Si on n'a pas une doctrine qui s'adapte à la situation réelle à laquelle nous sommes confrontés, nous continuerons à être en retard d'une bataille à chaque étape. Il ne faut pas qu'on paye le fait qu'on ait une démocratie par rapport à un pays qui ne l'est pas, qui est libéral. Parce que c'est ça qu'on est en train de payer. Absolument, ça prend plus de temps de décider en démocratie qu'en pays dictatorial. Mais il va falloir qu'on s'adapte à cette course internationale. Rendez-vous le 3 décembre à Bruxelles pour la doctrine sur la sécurité économique et le 10 décembre pour le règlement dit d'accélération industrielle. On va voir si la Commission enfin sort du bois. Allez, il nous reste 3 minutes 20. Roland Gillet, pour parler de votre pays. Oui. Je voulais qu'on évoque quand même ce sujet avec le Premier ministre, Bart De Wever, figure historique du nationalisme flamand, qui relance l'idée d'unir la Belgique et les Pays-Bas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oui, vous savez que nous, en Belgique, on est toujours prêts à s'unir. Les Wallons voulaient bien, à un moment donné, redevenir français. Oui. C'est bizarre, c'est vous qui n'avez pas voulu de nous. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil du tout. Moi, je leur dis... Mauvaise manière. Mauvaise manière. Notre avis perso. Quand je vois le nombre d'amis, il y en a ici autour de la table qui m'accueilleraient. Donc, vous êtes gentils avec nous. Et en plus, vous aimez notre humour. Et nous, le vôtre, on l'adore puisqu'on le ressort sur les Flamands en rentrant. Donc, c'est pas... Par contre, il y a quand même un souci, c'est que pour attirer quelqu'un, il faut être deux. Et vous voyez, on peut même rajouter le Luxembourg. Il faut demander aux Luxembourgeois d'abord s'ils seraient d'accord sur un tel accord. Et puis surtout de se dire, en dehors de l'idée, je comprends ce que Bart De Wever veut dire, par rapport à la puissance aussi néerlandaise dans le commerce mondial. Et je vais dire le fait que les Hollandais ne sont pas des gens marrants, mais sont des gens efficaces. Oui. Et donc, clairement, de les avoir avec nous dans le Benelux, et les Luxembourgeois aussi, le petit pays de Luxembourg, c'est un pays qui a jusqu'à présent, pour différentes raisons, tout à fait répondu aux exigences de l'Europe et au niveau de sa productivité, c'est quand même un pays qui est très bien. Nous aussi, on est bien, hein, je ne tape pas non plus sur mon pays, mais faire une micro-alliance au niveau de l'Europe, quand on a déjà difficile à 17 ou à 27, selon qu'on est sur la zone euro ou sur l'Union européenne, ça me paraît encore drôlement compliqué, un peu plus les choses. Ça créerait la 4e économie de l'Union européenne. Et vous devez quand même savoir, culturellement, et Bart De Wever doit plus en parler que moi, que ça n'a pas toujours été simple dans la mentalité entre la culture flamande et la culture hollandaise. Je vais me dire, les Hollandais viennent plus en Wallonie qu'ils ne vont à la mer, ou me direz qu'ils ont la mer, mais aussi parce que c'est pas...
nécessairement facile. Donc je veux bien qu'on vienne avec cet élément-là. C'est bien dans une Union européenne où on dit on est de plus en plus solidaire, on veut même bien faire une solidarité entre nous. Mais bon, ne rêvons quand même pas trop. Mais les cercles concentriques, ça a été une idée fréquemment. Giscard d'Estaing d'ailleurs, il pensait avoir des cercles. Pour moi, tout ce qui montre en tous les cas de la solidarité intelligente me va. Je dis, si on pouvait déjà faire la même au niveau de ces 3 pays quant au vote, au niveau par exemple de l'Union européenne ou de la zone euro, on montrerait qu'on est plus proche de pouvoir le faire un jour tous les 3 ensemble. Or, ce n'est pas toujours le cas. Mais surtout, vous avez des modèles économiques assez différents. Même les Pays-Bas qui est un État tunnel, avec une fiscalité des entreprises intéressante. Et Luxembourg, aussi, qui est quand même un paradis. Et une chose aussi, vous doutez, on va être tous d'accord autour de la table, puisque nous, dans nos 2 pays, on fonctionne avec un système de répartition au niveau des retraites. Les Hollandais n'ont pas du tout les mêmes problématiques, puisque l'argent que les actifs ont fait, ils l'ont mis de côté, et aujourd'hui, il est toujours là-bas, chez les gens qui l'ont sous forme de capitalisation. Donc c'est très différent. Donc cette union intime qu'appelle de ses voeux Bart de Wever n'est pas pour tout de suite, si je vous en tous les cas, comprends bien, Roland Gillet. La chose, mais qu'on ait un budget, ça je suis content quand même. Voilà, c'est l'info du jour aussi ce matin, la Belgique qui est enfin dotée d'un budget. C'est possible d'y avoir un budget. Voilà, c'est possible, un message d'espoir pour terminer cette émission. Merci à tous les 4, Léonidas Kalogeropoulos, Éric Heyer, Céline Antonin et Roland Gillet.